commencer, je voulais vous remercier en fait pour cette invitation. Donc je suis ravie en fait d'être présente aujourd'hui. J'ai eu le droit à une très belle visite du musée Jean Piaget et puis un très bon accueil. Et donc je voulais remercier Édouard, Christelle et Sandrine pour l'organisation. Je connais bien la Suisse parce que voilà, j'ai 2-3 compétences en géographie, mais il y a des trucs qui m'échappent, comme l'histoire des cantons ou l'histoire de voilà. Donc j'ai essayé un petit peu de me documenter, mais en fait je crois que je vais me limiter essentiellement à cette partie en fait de la culture suisse qui me va très bien. Donc pour commencer cette présentation sur les usages problématiques d'Internet et leurs déterminants, je voulais commencer par un petit préambule sur la question en fait de l'addiction. Parce que moi j'utilise le terme usage problématique d'Internet parce que le terme addiction me pose un certain nombre de problèmes. Alors ce terme en fait addiction, il est très utilisé dans la presse. On retrouve plusieurs articles. Visiblement vous avez même une clinique qui a ouvert pour soigner les addictions à TikTok. On parle d'addiction à Internet, on parle de dépendance et d'addiction à Fortnite. Moi, j'utilise pas ce terme-là en fait dans mes recherches ni dans mes interventions parce qu'il me pose un certain nombre de problèmes que je vais essayer de vous exposer. Donc, l'addiction au numérique. Déjà, est-ce qu'on retrouve en fait réellement une addiction au numérique inscrite soit dans les documents de l'APA, soit dans les documents de l'OMS, donc c'est-à-dire dans le DSM-5 ou dans la CIM 11. Alors non, on ne retrouve pas d'addiction au numérique ni d'addiction à Internet à l'intérieur en fait de ces classifications. Néanmoins, on retrouve bien un trouble du jeu vidéo en ligne. Donc en 2013, on retrouve l'Internet Game Disorder dans le DSM-5, dans la liste des troubles émergents. Et en 2018, on a eu une reconnaissance officielle du trouble du jeu vidéo dans la CIM 11 de l'OMS. Néanmoins, cette entrée elle a été pas mal discutée. Alors pourquoi ? Parce que déjà, en fait, oui, effectivement, il faut essayer de regarder pourquoi est-ce qu'il y a des comportements problématiques avec le numérique. Néanmoins, aujourd'hui, on est sur une qualité d'étude qui pose un certain nombre de questions. On est sur des mesures, des usages problématiques des jeux vidéo qui elles-mêmes ne sont pas de très bonne qualité, ne mesurent pas strictement toutes exactement la même chose. On a un risque de surpathologisation et de stigmatisation de la population des gamers. Et également le problème en fait, de faire entrer ce trouble du jeu vidéo dans la CIM, ça accroît le risque de la panique morale sur les jeux vidéo. Donc oui, on a bien une addiction, enfin une reconnaissance du trouble du jeu vidéo dans les classifications, mais en tout cas, on n'en a pas pour le moment sur la question de l'addiction au numérique ou de l'addiction à Internet. Néanmoins, l'addiction à Internet, en fait, on va retrouver des symptômes qui vont être très proches des symptômes de l'addiction aux substances, donc à l'alcool, aux drogues. On va retrouver notamment les 6 critères de l'addiction. Donc ça, c'est une définition qui a été donnée par Kuss et Griffiths en 2017, et on va retrouver l'idée de la science des activités sur Internet, l'idée de la modification d'humeur, l'idée de l'accroissement de la tolérance, l'idée de la présence d'un manque psychologique, voire physiologique, la réinstallation rapide du comportement problématique et la présence de conflits de nature intrapsychique ou interpersonnelle. Néanmoins, concernant en particulier ce qu'on appelle entre guillemets les addictions numériques, il y a des critères qui sont discutés, qui ne s'appliqueraient pas aux addictions numériques, et en particulier la science des activités et la tolérance. Donc si on ne coche pas déjà tous les critères de l'addiction aux substances, est-ce qu'on peut réellement utiliser ce terme pour qualifier nos difficultés ou de rapport d'usage au numérique ? Il y a une étude qui est sortie en 2023, qui vient en fait de vos collègues de Lausanne et que je trouve particulièrement intéressante, et qui essaye un petit peu de voir si tous les critères de l'addiction sont bien mesurés quand on utilise des échelles type Bergen. Donc c'est une échelle en fait qui mesure l'addiction au réseau social. Donc l'idée de cette étude, c'est de tester la validité psychométrique du modèle avec les 6 composantes que je vous ai décrites précédemment dans le contexte de l'utilisation addictive des médias sociaux. Et en fait, ce que les auteurs essayent de voir, c'est si finalement ces 6 critères, on les retrouve bien en saturant un seul facteur, ce qui voudrait dire qu'il y a un facteur unitaire de l'addiction, ou s'il y a en fait plusieurs facteurs, et dans ce contexte-là, il y aurait effectivement des comportements de nature addictive, mais peut-être quelque chose d'autre, mais ce ne serait peut-être pas strictement parlant de l'addiction. Les résultats en fait, qu'ils ont observés sont intéressants parce qu'en fait, ils observent 2 construits distincts
concernant l'addiction aux réseaux sociaux. Et ça pose un certain nombre de questions par rapport à comment on veut qualifier les choses. Il y a une première dimension que l'on retrouve qui comprend en fait les critères science des activités et tolérance. Et en fait, ces symptômes-là, ils ne sont pas associés à des symptômes psychopathologiques type dépression et anxiété. Ça pose un certain nombre de questions parce que finalement, en fait, ce serait plutôt des critères appétitifs et pas des critères addictifs. Dans l'autre dimension, on retrouve bien en fait les autres construits associés positivement avec les symptômes psychopathologiques, donc dépression et anxiété. Donc cette étude-là, elle montre finalement que les bases théoriques pour parler d'addiction et les méthodologies que l'on utilise pour mesurer les addictions posent un certain nombre de problèmes et que, en fait, peut-être qu'il y a des critères que l'on retrouve dans les addictions aux substances qui ne s'appliqueraient pas aux addictions comportementales. Et en plus, ce type de mesure, quand on se base réellement sur les 6 critères de l'addiction, ça vient pathologiser des comportements qui peuvent être simplement appétitifs. Science des activités et tolérance, finalement ici, ce serait plus des marqueurs de comportement appétitif, c'est-à-dire des marqueurs de comportement de gens qui apprécient en fait les réseaux sociaux, et en aucun cas des comportements problématiques. Et donc ça, en fait, ce type d'étude, je la trouve intéressante parce qu'elle amène vraiment à questionner l'usage du terme addiction. Parce qu'on voit bien en fait que dans le trouble comportemental que l'on peut avoir en rapport avec l'usage d'Internet, on ne coche pas toutes les cases qui correspondent à l'addiction. Donc moi, je préfère plutôt utiliser le terme usage problématique d'Internet. Je trouve ça beaucoup plus cohérent. Et c'est quoi l'usage problématique d'Internet ? Eh bien, en fait, c'est un trouble comportemental qui repose sur un usage excessif et compulsif d'Internet qui va interférer avec les activités de la vie quotidienne. Cette notion de conflit, elle est très importante en fait quand on essaye de déterminer s'il y a des usages problématiques. Est-ce que finalement le temps, lui, est un bon indicateur en fait d'un usage problématique ? Le temps que je vais passer sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a du sens de le mesurer et de dire plus je passe de temps et plus c'est pathologique ? En réalité, c'est un des critères, mais pas un critère suffisant pour dire que l'on est face à un usage problématique d'Internet. Le fait de passer, par exemple, une vingtaine d'heures par semaine sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on a quelqu'un en fait, qui a un comportement, une relation compulsive et excessive avec des conséquences négatives dans sa vie quotidienne. C'est juste peut-être quelqu'un qui est passionné par l'usage des réseaux sociaux. Donc l'usage intensif, c'est un critère qui va prédire les usages problématiques, mais ce n'est pas le critère qui va prédire les usages problématiques. Le temps passé, ce n'est pas le critère qui va prédire c'est pas le seul critère qui va prédire les usages problématiques. Et on va voir qu'en fait, là va arriver la notion aussi de vulnérabilité individuelle. En tout cas, le temps ne détermine pas un usage pathologique. Donc, qu'est-ce qui va finalement venir expliquer les usages problématiques ? Aujourd'hui, dans la littérature et aussi un peu dans la manière de voir les choses, je considère en fait qu'on a 2 formes d'explication qui cohabitent l'une avec l'autre. La première forme d'explication, elle est liée en fait à des facteurs exogènes ou à l'environnement. En fait, l'environnement pourrait être non pas déterminant dans les usages problématiques, mais une forme d'accélérateur. Et donc, il y a des designs qui sont utilisés sur les plateformes aujourd'hui pour concevoir des services numériques qui pourraient poser problème. Donc, Flywheel, qui est à Lausanne aussi, je crois, a mis en évidence certains processus psychologiques qui avaient été exploités à l'intérieur des plateformes et qui étaient visiblement des accélérateurs de difficultés des individus, comme par exemple les récompenses intermittentes que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Une autre explication des usages problématiques d'Internet, ça va être des explications des facteurs endogènes, liés à l'individu. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a des dispositions biologiques, psychologiques et socio-économiques chez des individus qui va les rendre plus à risque de développer des usages problématiques. Donc il y a plusieurs études là-dessus. Je vais vous parler de l'étude que j'ai faite en 2023, mais il y a aussi Eli qui a fait d'autres études en 2021. Donc Eli, par exemple, il a montré que la disposition à l'anxiété et la disposition à des symptômes de dépression mettaient plus à risque de développer des usages problématiques d'Internet.
Donc, quand on parle d'usage problématique ou d'addiction dans le langage plus commun, on a tendance à penser que tous les jeunes aujourd'hui sont addicts à leur téléphone. Et j'ai mis un petit mème. Donc vous verrez, je mets beaucoup de mèmes en fait, parce que j'adore les mèmes. Parce que ça résume des idées en fait. L'idée c'est ça. C'est aujourd'hui les parents achètent un smartphone, l'ado utilise le smartphone, et là en fait tout le monde se dit « Oh mon Dieu, mon ado est addict ». En fait, la prévalence des usages problématiques d'Internet dans la population, elle n'est pas aussi élevée que ce qu'on pourrait redouter ou de ce qu'on nous raconte en fait dans les médias. Donc en Europe, on serait à 3,7% d'usage problématique sur un échantillon représentatif de la population. En France, on est à 5,4% d'usage problématique d'Internet sur un échantillon représentatif de la population. Il y a des différences entre les pays. Donc, par exemple, je ne saurais pas très bien expliquer pourquoi, mais il y a sûrement une bonne explication, plus culturelle. Mais par exemple, en Italie, on est autour de 1% d'usage problématique dans la population. Comme je suis bretonne, j'ai tendance à me dire qu'en Italie, il fait beau et que peut-être les jeunes sortent plus, alors qu'en Bretagne ou dans les Hauts-de-France, où voilà, il fait un peu moins beau et du coup, on passe peut-être un peu plus de temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, mais il y a peut-être plein d'autres choses et peut-être que quelqu'un s'est déjà intéressé à ça. Quand on parle d'usage problématique d'Internet, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'en fait, on est bien sur un concept unitaire ou est-ce qu'à l'intérieur de ce concept, on va retrouver en fait d'autres éléments? Et donc, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'usage problématique et de son côté, ce que laisse apparaître la littérature, de son côté un peu parapluie, c'est-à-dire il a un côté assez général, mais sous ce parapluie, on va retrouver en fait plutôt des usages problématiques qui vont être liés à des activités spécifiques médiatisées par Internet. Et ça, c'est intéressant parce que ça implique aussi que quand on veut essayer de comprendre la relation des adolescents et des adultes à Internet, en fait, ça n'a pas tellement de sens. Il faut vraiment plutôt partir sur la notion d'activité. Et on en parle pas mal en fait, dans le livre, justement, sur cette centration au-delà de l'aspect média en général, sur les activités et les pratiques des individus. Donc, il y a eu quand même, ces dernières années, tout un questionnement autour de l'usage problématique d'Internet. Est-ce qu'on le considère comme un construit général qui a du sens ou est-ce qu'il faut aller un peu plus en dessous, donc un cran en dessous, et regarder plutôt des usages problématiques spécifiques. Comme je le disais, l'usage problématique d'Internet, c'est un concept parapluie. Et en réalité, à l'intérieur de ce concept, on a un spectre de troubles où l'usage problématique est lié à des comportements spécifiques médiatisés par Internet. Et donc, c'est intéressant aussi parce que ça nous amène à questionner la vision que l'on a du déterminisme technologique, en disant que c'est Internet qui pose problème. Ce n'est pas Internet qui pose problème, c'est les activités, les pratiques que l'on va avoir avec. Et on en a certaines qui vont être... On va avoir certaines activités qui vont être bénéfiques, mais on voit bien qu'on a certaines activités ou pratiques qui vont avoir des conséquences délétères, et notamment ici en termes de santé mentale. L'usage problématique, en fait, recouvre une multitude de concepts proches. Donc, quand on parle d'usage problématique, on peut vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est. Certains parlent d'usage compulsif, d'autres utilisent clairement le terme addiction à Internet. Il y a quand même un test qui s'appelle l'Internet Addiction Test, donc l'IAT, qui est très connu, qui est un des tests les plus connus. Ou sinon, parfois, on utilise le terme cyberdépendance. Et quand on veut mesurer déjà ce que sont les usages problématiques, en réalité, on se dit je vais mesurer les usages problématiques avec l'IAT ou avec le CIES, ou avec une autre échelle, et en fait, on ne mesure pas exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gold standard de l'usage problématique d'Internet. Il y a 45 mesures, je ne peux pas tous vous les lister évidemment, qui mesurent les usages problématiques d'Internet, mais elles ne mesurent pas tout à fait la même chose. Elles mesurent presque la même chose. Il y a des échelles qui vont être plus basées sur le temps que l'on va passer sur Internet. Il y a des échelles qui vont être plus basées sur le côté compulsif que l'on a par rapport à Internet. Et en fait, on va se retrouver avec une multitude d'échelles qui ne mesurent pas exactement la même chose. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, comme je le disais préalablement, l'addiction à Internet, pour moi, elle n'existe pas. Mais en fait, on a des usages problématiques avec de multiples entités et de multiples troubles reliés. Et en fait, on a bien un usage problématique, donc SNS, donc des réseaux sociaux,
un usage problématique des jeux en ligne, un usage problématique du cybersexe, un usage problématique du streaming, du shopping, du smartphone, et certains, en fait, ne vont même pas corréler entre eux. Donc, ce qui est quand même un bon révélateur que l'UPI, l'usage problématique d'Internet, c'est quelque chose d'assez général, une sorte de fourre-tout, et qu'il faut vraiment aller voir un petit peu en dessous. Notamment, il y a en fait cette étude en 2017 de Starkevic et Bilieux qui montre en fait qu'il n'existe pas une addiction à Internet, mais plutôt à des activités ou un usage problématique à des activités reliées à Internet. Donc pour eux, en fait, il y a deux visions des usages problématiques. Une position unitaire, où l'UPI est une entité unique, chose qu'ils vont critiquer, et une position plutôt spectre de troubles, où les comportements spécifiques vont être médiatisés par Internet. Et en fait, ce qu'ils observent, en recoupant en fait plusieurs données, c'est qu'il existe, à travers plusieurs échelles où ils vont mesurer plusieurs usages problématiques, c'est qu'il existe des troubles spécifiques qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Donc, par exemple, il n'y a pas tellement de corrélation entre le jeu en ligne, la pornographie et l'usage problématique de la pornographie ou l'usage problématique du shopping. Et donc, en fait, ça montre que finalement, il y a des formes spécifiques d'addiction à Internet. Quand on parle d'usage problématique, pourquoi est-ce que les individus en arrivent à avoir en fait cet usage excessif et compulsif d'Internet? Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière? Et quelle est la place là-dedans, ou quel est le rôle des vulnérabilités individuelles? Donc les mécanismes à la base des UPI, en fait, sont souvent décrits comme des mécanismes de coping basés sur l'évitement. Et donc ça, c'est quelque chose qui ressort pas mal dans la littérature. Donc dans les UPI, ce que l'on va retrouver, c'est la gestion d'un stress psychologique, c'est-à-dire un coping dysfonctionnel où les individus vont en gros se réfugier sur Internet pour gérer autre chose. L'usage problématique, c'est une manière dérégulée de surmonter les difficultés de la vie ou encore des troubles primaires, donc type dépression, troubles de l'anxiété, etc. De quoi on parle quand on parle ici de stress psychologique? Donc ça a été décrit par Lazarus. Alors je suis désolée s'il y a des psychologues parce que je pense que ça vous connaissez par cœur. Mais l'idée en fait du stress psychologique ici, c'est une relation particulière entre une personne et un environnement qui est évalué subjectivement par la personne comme excédant ses ressources ou encore menaçant son bien-être. Et donc, quand les individus sont confrontés à ce type de difficultés, ils peuvent mettre en place des stratégies de régulation du stress qu'on appelle du coping. Donc, ils ont en fait plusieurs stratégies à disposition. Donc, il y a plein de manières en fait de gérer son stress face à une difficulté. On peut avoir par exemple du coping qui va être centré sur le problème, où je vais essayer de résoudre le problème en me focalisant sur la tâche. Par exemple, je pense que je n'ai pas le niveau pour réussir mes études. La stratégie de régulation que je peux utiliser, c'est ça me stresse en fait, je suis stressée face à l'échec, je vais travailler plus durement. Donc là, coping centré sur le problème. Je peux avoir un coping qui va être centré sur les émotions. Je ressens que j'ai des émotions négatives, je vais essayer de discuter la nature, la pertinence des émotions que je ressens à ce moment-là. Et il y a une troisième forme de coping qu'on appelle le coping d'évitement, où là, en fait, je suis face à un stress psychologique. Par exemple, j'ai peur de ne pas réussir mes études et je vais essayer de gérer mon stress par la distraction ou par la diversion sociale. Donc, je vais, par exemple, me réfugier sur les réseaux sociaux pour rigoler avec les gens plutôt que de travailler mes examens, ou je vais me faire des petites parties de jeux vidéo pour essayer de gérer mon stress. Donc, dans les usages problématiques, je crois qu'il y a des gens qui se sont reconnus, en fait, dans la dernière partie. Donc, dans les usages problématiques, les individus auraient tendance à utiliser une stratégie de coping inadaptée, donc coping d'évitement, pour se distraire d'un stress psychologique venant de problèmes liés à réduire ses attentes, réguler ses émotions, réduire son stress, ou encore à gérer le stress lié à des troubles mentaux plus complexes. Parce que c'est aussi une raison pour laquelle on peut ressentir un stress psychologique. Et donc cette stratégie dysfonctionnelle, basée sur un coping d'évitement, elle est décrite dans plusieurs formes d'usage problématique. On la retrouve dans l'usage problématique des jeux vidéo,
donc ce qui explique pourquoi des individus vont avoir des stratégies qu'on appelle d'escapisme, c'est-à-dire vont se réfugier dans les jeux vidéo pour avoir de la distraction et gérer des émotions négatives, des attentes insatisfaites, un stress ou des difficultés mentales plus complexes. On la retrouve aussi dans les jeux d'argent en ligne et elle est décrite aussi dans l'usage problématique des réseaux sociaux ou encore d'Internet. Donc, quand on est face à des usages problématiques, quand les individus sont face à des usages problématiques, ce qui se passe, pour essayer de schématiser les choses, c'est qu'ils ont une émotion négative, ils vont essayer de la gérer à travers un coping d'évitement. Et l'idée de ce coping, c'est de réduire le stress par la distraction attentionnelle. Donc, aller jouer aux jeux vidéo, par exemple, ça sollicite énormément notre attention. Et aussi, on a des mécanismes, quand on entre en flow, qui vont couper la conscience que l'on a de soi. Et du coup, en fait, ce n'est plus compatible avec le fait de ressentir de l'anxiété. Donc, les individus vont gérer ce stress par la distraction ou encore par la diversion sociale, c'est-à-dire ils vont essayer d'avoir des échanges sociaux pour ne plus forcément être focalisés sur leurs difficultés. Le problème, c'est que ce mécanisme, donc j'ai une émotion négative, je vais essayer de la réguler en allant sur les réseaux sociaux. Ça me permet d'échanger avec des gens, de rigoler et du coup de me distraire. Donc je ne ressens plus cette émotion négative. Parfois, ce mécanisme-là, il peut s'installer durablement dans le temps au point de devenir même conditionné. J'ai un stress, tout de suite, boum, je vais sur les réseaux sociaux pour essayer de le gérer, ça va mieux, voilà. Et donc, on va essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'on peut parler ici plutôt d'un trouble comportemental. Et donc, en fait, ce mécanisme-là, il va s'installer durablement chez des profils particuliers. Des individus qui ont des fragilités psychologiques, des individus qui ont des fragilités neurobiologiques, des fragilités psychosociales, donc des difficultés par exemple d'ordre familial, ou encore des individus qui vont avoir des vulnérabilités socio-économiques. Donc c'est en aucun cas un déterminant, il faut vraiment voir ça, ces vulnérabilités, comme un facteur de risque qui te met plus à risque de développer des usages problématiques. Et ça, c'est très bien expliqué, surtout pour la partie psycho, par le modèle IPAS. Le modèle IPAS, c'est un modèle d'interaction personne, affect, cognition, exécution. Et donc, il a été proposé par Brent. Et ce n'est pas un modèle dans le sens théorique qui a été validé avec des données. C'est plus une sorte de réflexion théorique sur ce qui va prédire les usages problématiques. Et en fait, dans ce modèle, qui est hyper exhaustif, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le tester ? Parce qu'en fait, il y a ils ont mis tout un tas de prédicteurs. Si on voulait tester en fait, l'ensemble des prédicteurs qui sont décrits dans le IPAS, il faudrait limite qu'on suive une cohorte pendant des années, je pense, pour pouvoir obtenir quelque chose et leur faire passer des tonnes de questionnaires. Donc, c'est vraiment plutôt une réflexion théorique qu'un modèle de prédiction au sens propre. Néanmoins, ce qu'ils vont montrer, en fait, c'est que dans les usages problématiques, on a des facteurs de risque, c'est-à-dire des déterminants personnels. On a par exemple des prédispositions génétiques. Donc on sait qu'on a des individus qui, par exemple, ont des marqueurs à la sérotonine qui les mettent plus à risque de développer des formes d'anxiété, qui du coup les mettent plus à risque d'avoir des usages problématiques. On sait aussi que les expériences de vie, les psychopathologies, le tempérament, le style de coping vont jouer un rôle dans le développement des usages problématiques. On sait aussi, en termes de vulnérabilité, qu'il y a aussi des vulnérabilités d'ordre comportemental. Des besoins, des motivations, des valeurs spécifiques peuvent nous mettre plus à risque de développer des usages problématiques. Par exemple, des besoins psychologiques insatisfaits peuvent nous mettre plus à risque de développer des usages problématiques. Dans ce modèle, ce que je trouve intéressant, c'est que ces vulnérabilités individuelles, elles entrent en interaction avec des aspects de l'environnement. Et ça, je trouve que cette approche est hyper intéressante et elle mériterait d'être creusée. Dans les médias, et donc comme par exemple les applications, on va retrouver plusieurs formes de design qui vont, en interaction avec ces vulnérabilités individuelles, vous mettre encore plus à risque de développer des usages problématiques. Le fait d'être soumis à des renforcements intermittents, le fait d'avoir des récompenses aléatoires et aussi la facilité d'accès de certains objets, donc par exemple le téléphone portable que vous avez sûrement dans la poche, vous mettent plus à risque de développer des usages problématiques. Donc dans le modèle IPAS, les usages problématiques
vont résulter de déterminants personnels qui vont venir agir avec des facteurs de l'environnement. Moi, j'aime bien dire que ces facteurs de l'environnement, c'est des espèces d'accélérateurs. Et ça pose des questions intéressantes aussi sur la nature des designs qui composent les plateformes et de leur nature prédatrice, dans le sens attention, prédation de l'attention, parce que probablement qu'il y en a qui sont beaucoup plus prédatrices que l'autre et qui mettent plus en danger des gens qui ont un certain nombre de vulnérabilités. Dans l'interaction entre les facteurs personnels et environnement, en fait, dans cette interaction vont découler des réponses affectives ou cognitives. Donc, j'ai mes vulnérabilités, j'ai mon environnement, et en fait, mis en lien ces vulnérabilités avec l'environnement, ça va me donner soit des gratifications, soit une réduction des émotions négatives. Je suis en stress, je vais sur les réseaux sociaux, mais à la base, j'ai des vulnérabilités. Il y a l'anxiété, par exemple. Je vais sur les réseaux sociaux et donc j'ai une réduction de mes émotions négatives. On va retrouver également une augmentation des émotions positives, une augmentation aussi de l'attention à des indices particuliers ou des changements d'attente. Et en fait, on va avoir ces réponses affectives qui très vite, et cognitives qui très vite vont être associées à des comportements spécifiques. Donc des adaptations neuronales, des habitudes et des compulsions ou la persistance de comportements en dehors de conséquences négatives. Donc, quand on parle de comportements spécifiques, c'est ici, par exemple, avec le numérique. Je vais sur les réseaux sociaux, forcément, l'usage lui-même va modifier une partie en fait, de notre fonctionnement neuronal et peut donner lieu, en particulier, à des compulsions. Donc, ces associations entre les réponses affectives, réduction par exemple des émotions négatives, et les comportements spécifiques, aller sur les réseaux sociaux un peu de manière compulsive, ces associations elles vont être déterminées par deux systèmes. Il y a un premier système qui est le système impulsif, qui repose principalement sur les apprentissages associatifs. C'est vraiment le système où l'on retrouve une forme de conditionnement. Il y a un deuxième système qui normalement doit intervenir à ce moment-là, qui est le système réfléchi. Et lui, en fait, il est plus lié au raisonnement et aux fonctions exécutives telles que le contrôle inhibiteur. Et le problème, dans le développement des usages problématiques, c'est que ce système réfléchi, qui devrait normalement nous freiner par rapport à l'usage, donc j'ai une émotion négative, j'ai des vulnérabilités, je vais dans l'environnement, j'ai donc ces émotions négatives que je vais essayer de réguler à travers les réseaux sociaux, normalement, mon système réfléchi devrait intervenir et me dire « c'est bon ». Tu passes trop de temps là-dessus, etc. Sauf qu'à un moment donné, le contrôle inhibiteur, qui est normalement là pour modérer les associations entre les réponses affectives et les décisions de s'engager dans les comportements addictifs, en fait, ce contrôle inhibiteur, au fur et à mesure que l'on fait l'action, va diminuer en force. Et c'est ça qui va faire en sorte que, très vite, les comportements de ces individus avec des vulnérabilités mis en relation avec des environnements où ils ont en fait des réponses affectives et développent des comportements spécifiques type addictif, ces relations-là, en fait, vont s'installer très vite. Et donc, assez rapidement, on va voir en fait l'association entre les réponses affectives et les comportements spécifiques, type par exemple compulsion, être renforcée avec le temps et des attentes spécifiques. C'est-à-dire, je sais que quand je vais sur les réseaux sociaux, après, je vais mieux. Et donc, du coup, c'est ça qui va entraîner le retour à ce type de comportement. Et très rapidement, va s'installer ce qu'on appelle du craving. Donc, le craving, c'est vraiment l'envie de retourner, ici, l'envie de reproduire le comportement. Et donc, face à ce craving, on va avoir une réduction du contrôle inhibiteur, ce qui va se traduire par des comportements compulsifs qui vont intervenir comme une forme de conditionnement. Donc, encore une fois, quand on regarde ce modèle-là, alors j'ai essayé de simplifier, même si ce n'est pas très simple, j'espère que c'est à peu près simple comme je l'explique, mais ce modèle-là, je le trouve intéressant parce qu'il explique vraiment l'installation des comportements problématiques dans le temps. Et le fait que, on a très rapidement ce craving, c'est-à-dire cette envie de revenir sur les réseaux sociaux à chaque fois que l'on ressent en fait, des émotions négatives.
comme je le disais, dans le développement des usages problématiques, on a bien une part de l'environnement, mais aussi on a des vulnérabilités individuelles. Et il y a pas mal de littérature qui ont essayé de comprendre, pas mal de littérature, pas mal d'articles qui ont essayé de comprendre un petit peu ce qu'il y avait, enfin, qui ont essayé de déterminer ce qu'il y avait comme déterminant psychologique des usages problématiques. Donc, les usages problématiques d'Internet, comme je le disais, il y a des individus qui vont aller sur Internet, qui vont aller sur les réseaux sociaux, et en fait, pour eux, ça va se passer très bien. Il y a plein d'individus, une majorité d'individus, c'est ça. Néanmoins, il y a des individus qui vont avoir des vulnérabilités psychologiques, familiales, socio-économiques, et qui, eux, vont, dans certaines circonstances, et en particulier dans certains environnements, développer des usages problématiques d'Internet. Dans la littérature, il existe pléthore de déterminants psychologiques qui ont été testés. Donc, moi, j'en ai testé quelques-uns dans mes travaux. Le flow, le FOMO, l'anxiété trait, l'anxiété état, les besoins psychologiques, et en particulier la frustration, des besoins de relations sociales, les stratégies de coping. Mais on aurait pu aussi tester l'impulsivité, il y a des travaux là-dessus, les symptômes de dépression, les troubles psychologiques beaucoup plus graves. Quand j'ai commencé à faire mes travaux, ma porte d'entrée en fait, vers les usages problématiques, clairement, c'était le flow. Quand j'ai commencé à parler de la notion de flow, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est ça qui rend les gens addicts à Internet ou addicts aux jeux vidéo. » Et moi, je me suis dit non, pas vraiment, mais c'était important en fait, de le démontrer et de le tester. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la notion de flow, on va en parler avant, comme ça, après, ça vous permettra de mieux comprendre ce que je veux dire. De quoi on parle quand on parle de flow? Donc le flow, c'est un concept que l'on doit à Csikszentmihalyi. Donc ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit de manière très compliquée. Et en fait, c'est un état de concentration intense, d'absorption et d'engagement profond dans la tâche. Et des individus qui sont en fait dans cet état vont agir de manière automatique, sans contrôle conscient de leurs actions. Dans l'expérience de flow, on va en fait trouver des déterminants. Il y a des caractéristiques d'activité qui vont être propices au flow. Donc on ne va pas ressentir du flow finalement dans toutes les activités. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est un équilibre entre les demandes cognitives de la tâche et les compétences des individus. C'est-à-dire, par exemple, dans le jeu vidéo, un équilibre entre les challenges et les compétences du joueur. Il faut aussi une activité où l'on retrouve des feedbacks clairs et non ambigus. Et enfin, il faut que l'activité ait un objectif clair, une cible, une forme de logique interne dans le temps. Quand on arrive à réunir en fait ces caractéristiques, on a plus de chances de voir apparaître cet état d'absorption. Donc on va voir un petit peu comment il se caractérise après. Mais cet état d'absorption, un des meilleurs prédicteurs, c'est vraiment l'équilibre entre les demandes cognitives de la tâche et les capacités ou les compétences des individus. Donc Csikszentmihalyi, il propose ce graphique qui est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien regarder un petit peu pour comprendre pourquoi dans certaines activités, on va ressentir de l'angoisse, pourquoi dans d'autres, on va ressentir de l'apathie, et pourquoi, pour certaines activités, on va observer un état de flow. Donc, Csikszentmihalyi dit en gros, quand nos capacités sont faibles et les défis, les challenges, les demandes cognitives de la tâche sont faibles, on va ressentir un état d'apathie. Quand par contre nos capacités sont faibles et que la tâche a une demande cognitive très élevée, on a des chances de ressentir de l'angoisse. Quand les défis ou les demandes cognitives de la tâche sont faibles et que nos capacités sont très bonnes, on va ressentir un état de détente. Et quand on trouve un équilibre subtil entre les deux, eh bien, en fait, on peut se retrouver dans un état de flow, c'est-à-dire d'absorption intense, de concentration. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'état de flow? Donc, l'état de flow, Csikszentmihalyi, il parle d'état de conscience modifié, dans le sens où on est complètement absorbé dans la tâche. Donc, pour lui, il y a une fusion entre l'action et la conscience, c'est-à-dire il n'y a pas de distraction attentionnelle et donc du coup on est complètement en fait focalisé, même on s'oublie même soi-même, on est complètement focalisé sur la tâche. On a aussi un sentiment fort de contrôle
Et un des marqueurs les plus intéressants, c'est qu'on a une altération de la perception du temps. Quand on entre en état de flow, notre système attentionnel est tellement focalisé dans la tâche que du coup, il ne reste plus de ressources à notre système pour essayer de cerner le temps qui passe. C'est pour ça, par exemple, que si vous jouez un peu aux jeux vidéo, on va voir là, il y a des étudiants plus jeunes, j'imagine qu'on a des joueurs dans la salle, et que vous vous dites, je vais refaire une partie, ça va durer 5 minutes, parfois ça dure au moins 1 heure, et vous ne vous êtes pas rendu compte que le temps était passé si vite. C'est de la faute de l'état de flow. C'est pas vraiment, c'est un peu de votre faute, mais pas tout à fait de votre faute. Donc, cet état de flow, il est intéressant parce que, en fait, c'est un prédicteur de la performance. Donc, quand on entre en état de flow, il y a beaucoup d'études en sport qui ont été faites. On voit que les individus ont de meilleures performances sportives. Même chose pour les apprentissages. J'ai fait une étude en 2019 là-dessus. Quand les individus entrent en état de flow, ils ont de meilleures performances en apprentissage. Même chose pour le travail. Donc, il faudrait que vous réussissiez à entrer en flow, par exemple, quand vous écrivez des articles. Des fois, quand on traite des données, par exemple, moi, c'est le cas, quand je traite mes données d'un point de vue stat, alors vous allez me dire, mais pourquoi j'arrive à entrer en état de flow. Donc, je suis en train de réfléchir à comment ça se passe et tout, et j'oublie complètement le temps qui passe. Des fois, j'ai failli oublier mes enfants à l'école une fois. Voilà. En tout cas, c'est un prédicteur de la performance. Et c'est vraiment sur sa composante attentionnelle. Donc, il y a un contrôle attentionnel qui est très fort. Il y a tous les faisceaux attentionnels qui sont très sollicités par cet état-là et qui vont faire que, en fait, on est meilleur. Il est aussi associé à une meilleure régulation des émotions négatives. Quand j'entre en état de flow, en fait, la conscience de soi diminue. Le réseau mode par défaut, qui est relatif à la conscience de soi, la mémoire autobiographique, en fait, est beaucoup moins actif quand on entre en état de flow. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça va limiter toutes les émotions négatives, et en particulier l'anxiété, qui renvoie en fait à ces processus autoréférencés. Dans l'anxiété, il y a « je me projette dans le futur », j'ai des craintes par rapport à ce qui va arriver. Et puis, pour certains auteurs, il serait associé aux usages problématiques quand il y a une disposition à cet état. Et moi, je me suis dit, OK, il y avait quelques études qui montraient ça, on va le tester. Csikszentmihalyi l'avait dit d'ailleurs en fait, dans une partie de ses articles, et il y a même en fait une notion qu'on appelle le dark flow. Donc, ce n'est pas comme Darth Vader, mais bon, voilà, c'est le côté obscur du flow, on va dire ça. Donc, pour plusieurs auteurs, et Csikszentmihalyi le disait aussi, le flow intervient dans notre navigation sur Internet. Donc, il y aurait une forme d'engagement profond lié aux éléments stimulants ou accueillants de certaines activités, donc réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Le flow serait facilité par l'interactivité des interfaces homme-machine. Une meilleure fluidité de l'UX favoriserait le flow, l'exploitation de certains biais cognitifs aussi, les algorithmes aussi, les machine learning aussi. Le flow, c'est un état qui est gratifiant aussi, et c'est ça aussi qui amènerait, selon Csikszentmihalyi, à retourner en fait sur Internet et à persister dans les activités. Et c'est aussi ce côté gratifiant qui pourrait expliquer la perte de contrôle et le dark flow. Donc le dark flow, c'est vraiment cet état d'absorption, mais qui, cette fois, amène l'individu à persister dans les activités indépendamment des conséquences négatives que ça peut avoir pour lui. Donc, est-ce que finalement ça existe? Est-ce que c'est le cas? On va en reparler un peu plus loin. On a aussi comme déterminant les besoins psychologiques. Donc, les besoins psychologiques, on les retrouve avec la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Et en fait, dans cette théorie, on dit qu'il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux chez l'être humain. Le besoin de relations sociales, besoin de se sentir connecté aux autres, d'être attentif à autrui, d'avoir un sentiment d'appartenance aux autres individus ou encore à des communautés. Le besoin d'accomplissement, le fait de pouvoir interagir efficacement avec l'environnement lorsqu'il y a l'occasion d'utiliser ses capacités, et le besoin d'autonomie, le besoin d'être à l'origine de son propre comportement, c'est-à-dire être autodéterminé, et finalement ça renvoie un peu aux aspects liberté. Ces besoins-là,
ils peuvent être soit frustrés, soit satisfaits. Ça dépend en fait des individus et de la vie en fait qu'ils mènent. Quand notre besoin de relation sociale est satisfait, en fait, on va se sentir très entouré par la famille, les amis. Quand il est plutôt insatisfait, on va être dans un état de perception de solitude ou dans des déficits d'interaction sociale. Dans l'accomplissement, on va avoir un besoin satisfait quand la compétence perçue est forte et un besoin insatisfait quand notre compétence perçue est faible, et on peut aussi avoir un déficit de l'estime de soi. Dans l'autonomie, on peut avoir un sentiment satisfait, un besoin psychologique satisfait quand on a un fort sentiment de liberté, quand on a l'impression que le comportement vient de nous-mêmes, qu'on contrôle en fait les événements. Et on peut avoir aussi ce besoin insatisfait quand on n'a pas de sentiment de liberté, quand on a l'impression qu'on n'est pas tellement déterminé, autodéterminé, et quand on a l'impression que le comportement que l'on a, en fait, résulte d'autres causes extérieures. Selon les profils individuels, donc le numérique va pouvoir satisfaire ou pas certains besoins psychologiques. Et ça, c'est ce qui peut amener aussi des individus à aller vers les environnements numériques. Par exemple, si quelqu'un joue aux jeux vidéo, il peut avoir un besoin de relation sociale insatisfait, et ce besoin de relation sociale, il peut être satisfait à travers le jeu, qui va lui permettre de rencontrer d'autres joueurs. Le jeu vidéo aussi peut satisfaire un besoin d'accomplissement, une frustration du besoin d'accomplissement, parce qu'il permet en fait de réussir, de gagner des niveaux, etc. Voilà. Le besoin d'autonomie, il peut être aussi insatisfait chez certains individus, et le fait de jouer aux jeux vidéo peut leur offrir beaucoup de liberté, ce qui a expliqué par exemple le succès de certains jeux vidéo pendant la période Covid, où notre besoin de liberté était très insatisfait, et on a pu en fait évoluer dans des mondes un peu virtuels qui ont permis de se libérer, de satisfaire ce besoin frustré. Et donc la frustration de besoins psychologiques que l'on va avoir au départ peut nous mettre plus à risque de développer des usages problématiques. Une autre vulnérabilité, c'est le fear of missing out. Alors on parle beaucoup de la notion de FOMO. C'est une notion qui commence à se répandre pas mal dans le langage courant. Aujourd'hui, on dit j'ai mon FOMO, voilà. Moi aussi, j'ai mon FOMO des réseaux sociaux, voilà. Donc qu'est-ce que c'est le FOMO ? Donc le FOMO, c'est une appréhension envahissante que les autres pourraient vivre des expériences gratifiantes dont on serait absent. Et c'est aussi le désir de rester continuellement connecté avec les autres. Donc on voit bien qu'il y a une dimension un peu frustration des relations sociales dans cette notion de FOMO. On retrouve aussi une composante anxiété sociale, donc couplée, comme je le disais, à cette insatisfaction chronique des besoins. Donc le FOMO, pour moi, c'est vraiment une frustration des besoins psychologiques de relations sociales et aussi une forme d'anxiété sociale assez particulière qui va en fait nous amener à avoir en fait cette crainte de ne pas être connecté aux autres. Un autre prédicteur, c'est l'anxiété état ou l'anxiété trait. Alors je vais aller très rapidement là-dessus, parce que normalement c'est des choses qui sont assez classiques, en psycho en tout cas, voilà. Donc on peut avoir une anxiété trait comme une disposition individuelle qui va faire que des individus ont ce trait d'éprouver en fait des états de peur en présence d'un stimulus, qui pour d'autres sont moins fortement anxiogènes, voire non anxiogènes. Donc on va évaluer l'anxiété trait, on va l'évaluer comme étant l'état d'anxiété habituel de la personne. Et l'anxiété état, c'est plus l'état à un moment donné, comme la peur, la nervosité, l'inconfort, ainsi que l'activation du système nerveux autonome induit par différentes situations qui peuvent être perçues comme dangereuses. Dans ce type d'anxiété, on demande à la personne comment elle se sent à un moment donné où elle perçoit une menace, et c'est un état temporaire. Et donc, pour finir, autre vulnérabilité sur laquelle j'ai travaillé, c'est les styles de coping. Donc, selon la manière dont les individus vont réguler leur stress psychologique, selon les stratégies qu'ils ont l'habitude d'utiliser, en fait, ils vont être plus ou moins à risque de développer des usages problématiques. Donc, le coping, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à réguler des exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources des individus, donc face par exemple à un stress psychologique.
parmi les différentes stratégies de régulation, on a plusieurs stratégies. Là aussi, j'en parlais tout à l'heure. Des stratégies de coping centrées sur le problème, où on va agir sur la tâche, par exemple. Donc, c'est vraiment agir sur la transaction entre l'individu et l'environnement. Les stratégies de coping centrées sur les émotions. Donc là où on va agir plutôt sur les émotions déplaisantes en les critiquant. Et puis des stratégies de coping centrées sur l'évitement, où on va privilégier la distraction ou la diversion sociale. Donc ce style de coping peut aussi, le coping centré sur l'évitement, mettre plus à risque de développer des usages problématiques. Dans mes travaux, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre quel était le poids de ces différents prédicteurs et également savoir en fait si il y avait, on va dire, un poids aussi. Quel est le poids de ces différents prédicteurs socio-économiques et psychologiques, et également est-ce qu'il y a un poids plus fort de certains prédicteurs. Donc en 2023, on a sorti un papier avec des collègues économistes, gestionnaires et puis psychologues sur la prédiction des usages problématiques dans les activités de la vie quotidienne, dans les activités sur Internet, dans les différentes activités sur Internet. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de voir déjà d'une part si tous les prédicteurs que l'on avait étaient aussi liés à des usages problématiques spécifiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un prédicteur qui a plus de poids dans une activité particulière. On voulait aussi savoir si le poids des variables socio-économiques était aussi important que ça. Parce qu'on lisait beaucoup. Il y a parfois cette tendance à penser que en fait, dans les milieux défavorisés, c'est ceux qui ont le plus de problèmes de rapport aux technologies. Et nous, on s'est posé en fait cette question. On voulait essayer de mesurer. On a utilisé donc des échelles STI pour l'anxiété, Exaco pour l'anxiété trait, STI pour l'anxiété état, FFS2 pour mesurer le flow, et puis une échelle de FOMO. On a mesuré les usages problématiques généraux. On a mesuré les usages problématiques dans plein d'activités. Et pour ça, on a utilisé la Compulsive Use Internet Scale en version 5 items, qui a une bonne fidélité. Ce qu'on a observé, c'est que les variables socio-économiques, elles prédisent très peu les usages problématiques d'Internet. Et je trouve ça hyper important de le dire, parce que j'ai assisté quand même à pas mal de conférences où j'entends beaucoup que c'est les pauvres, entre guillemets, je vais le dire, j'ai schématisé beaucoup, pardon, mais c'est ça, qui ont le plus de mal à se protéger du numérique. Et là, en fait, clairement, on dit que non. Donc, l'âge, c'est effectivement un prédicteur des usages problématiques. Donc, les plus jeunes sont plus à risque de développer des usages problématiques, mais finalement, il n'y a pas d'association entre usages problématiques et revenus, pas d'association chez nous entre usages problématiques d'Internet et sexe, et pas d'association entre usages problématiques et diplôme. Par contre, sur les variables psy, on retrouve quelque chose qui est un peu plus intéressant. Et on voit bien que finalement, cet enjeu des vulnérabilités et comprendre ces vulnérabilités est important. Donc il y a quelques variables psychologiques qui ne prédisent pas ou peu les usages problématiques. L'anxiété trait ne prédit pas ou peu les usages problématiques d'Internet et les usages problématiques spécifiques. Le flow, et moi j'étais contente de le constater, n'est pas un bon prédicteur des usages problématiques. Donc ressentir du flow dans une activité, finalement, ça ne vous met pas plus à risque de développer des usages problématiques d'Internet ou d'autres activités. Donc vous pouvez continuer à jouer aux jeux vidéo, finalement. Bah, attention quand même, hein. Mais bon, vous pouvez continuer à jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a probablement, comparé au flow, des variables qui ont un poids beaucoup plus important. Et puis surtout, il y a des motivations à utiliser Internet qui vont modérer le lien entre usage problématique et flow dispositionnel. Et les motivations, ça peut être, par exemple, réguler un stress. Ce qu'on a observé, en revanche, un peu plus intéressant, c'est que l'anxiété-état est associée de manière faible à modérée avec les usages problématiques d'Internet et les usages problématiques spécifiques. Et là, en fait, ça vient dans le sens de l'hypothèse du coping dysfonctionnel. On a des individus qui, visiblement, géreraient des émotions négatives à travers les outils numériques. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le FOMO est un excellent prédicteur des usages problématiques d'Internet
et des usages problématiques plus spécifiques. Et ça nous a quand même interrogés parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Évidemment, on avait pensé qu'il y aurait un lien, mais en fait, on est à des corrélations, je crois, sur le tableau, sur certaines activités, jusqu'à 0,60. Donc c'est quand même énorme. Visiblement, l'anxiété sociale ou le besoin de relations sociales insatisfait expliquerait ces associations. Et la force de ce déterminant, c'est une supposition que l'on fait dans nos explications, pourrait être liée au design des interfaces. Dans les interfaces, on joue beaucoup sur le FOMO des individus. On retrouve par exemple des notifications qui vont nous dire un tel a posté un contenu. Donc quand on est sur Instagram, on a un tel a fait une story. On a sur les réseaux sociaux un tel a interagi avec quelqu'un d'autre. Et donc finalement, notre hypothèse, c'est de dire l'utilisation de dark patterns. Donc les dark patterns, c'est des systèmes informatiques, donc ça renvoie à l'environnement, au design, qui sont plutôt prédateurs. En fait, ces dark patterns jouent beaucoup sur le FOMO, et les gens qui auraient cette disposition individuelle seraient peut-être plus à risque de développer des usages problématiques. En ce moment, avec Corentin, donc mon collègue qui est à Nantes maintenant, on travaille, donc Corentin Gontier, on travaille sur les liens entre la satisfaction des besoins psychologiques de relations sociales et les stratégies de coping dans les réseaux sociaux, dans les usages problématiques des réseaux sociaux. Donc on a lancé une enquête sur 3000 individus et on a utilisé le questionnaire de Bergen, qui est un questionnaire classique pour mesurer les usages problématiques des réseaux sociaux, et on a utilisé une version un peu plus longue de la Compulsive User Scale. On a donc mesuré des usages problématiques généraux, puis on s'est centré un peu plus sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on observe, ce qu'on a également essayé de voir, ce qu'on a essayé de prédire, c'est les stratégies de coping. Est-ce que c'est un bon prédicteur des usages problématiques, et si oui, lesquels? Le FOMO, est-ce qu'il reste toujours un bon prédicteur des usages problématiques? Je trouvais que c'était important en fait, de répliquer le résultat qu'on avait obtenu précédemment. Et également, on s'est posé la question des besoins psychologiques. Donc on a utilisé en fait une échelle de besoins psychologiques, en particulier sur les relations sociales. Donc c'est pour ça qu'il y a le RS derrière. Ce que l'on a observé, c'est que ce soit les usages problématiques d'Internet ou les usages problématiques des réseaux sociaux, ils restent toujours associés positivement au FOMO. Donc ça confirme ce qu'on a eu en fait en 2023. On retrouve bien les mêmes résultats. On observe également que les scores liés aux usages problématiques des réseaux sociaux sont associés négativement au coping centré sur le problème. On n'obtient pas le même résultat sur l'échelle d'usage problématique d'Internet. Donc, grosso modo, quand les individus ont des stratégies adaptées, plus centrées sur le problème, gérer en fait les problèmes en s'intéressant aux transactions entre l'individu et l'environnement, et en fait, leur score d'usage problématique, le score associé est plus faible. On observe aussi que les scores d'usage problématique sont associés positivement au score de coping d'évitement et d'émotion. Alors, évitement, on s'y attendait, émotion, un petit peu moins, il faut qu'on creuse un peu ça. Et on sait aussi que les scores d'usage problématique, que ce soit usage problématique d'Internet ou usage problématique des réseaux sociaux, sont associés positivement au score de frustration de relations sociales. Donc, les individus qui ont un besoin psychologique de relations sociales frustrées sont plus à risque ici, chez nous, développent plus d'usages problématiques. On observe également que le temps est un prédicteur des usages problématiques, mais pas uniquement. Et enfin, on observe qu'il y a des médiations entre le FOMO, les relations sociales et les usages problématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que la relation entre le FOMO et les scores d'usage problématique des réseaux sociaux, et le FOMO et les scores problématiques d'usage problématique d'Internet vont diminuer quand on essaye de capturer la frustration des relations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le FOMO, on a bien cette composante frustration des relations sociales. Et quand on ajoute à notre modèle la relation sociale, la corrélation entre le FOMO et le Bergen va diminuer. Donc en somme,
les usages problématiques sont bien associés à des stratégies de coping d'évitement, et ça, c'est bien conforme à la littérature, donc c'est bien en fait de le redémontrer ici. Nous, on observe aussi des usages problématiques qui vont être associés à des stratégies de coping centrées sur les émotions. Alors, le fait d'avoir une stratégie de coping centrée sur les émotions, ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais clairement, ce n'est pas la stratégie la plus optimale quand on est face à un stress psychologique. La plus optimale, c'est vraiment de se centrer sur le problème. Le FOMO est toujours associé aux usages problématiques, que ce soit usage problématique des réseaux sociaux ou usage problématique d'Internet. Et ça, c'est un truc vraiment, ça nous amène à questionner, encore une fois, la place des designs là-dedans. Si les designs jouent sur les réseaux sociaux, si les designs jouent sur le FOMO, si les individus qui sont disposés au FOMO développent plus d'usages problématiques, c'est probablement en fait lié au design. La frustration des besoins de relations sociales est associée aux usages problématiques. Et le FOMO est effectivement construit à base de frustration de relations sociales, mais pas uniquement. C'est ce que nous montrent aussi ces médiations, c'est-à-dire le lien diminue, mais pas hyper fortement. Donc on a bien un autre élément en fait à l'intérieur de ce FOMO, et ça nous amène aussi à questionner ce qu'est exactement le FOMO, parce que c'est un construit qui est relativement récent, ou qui fonctionne plutôt pas mal. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce construit. Donc on sait déjà qu'il y a des relations sociales, il y a probablement d'autres choses. Ce qui va m'amener à conclure cette présentation par qu'est-ce qu'on peut dire sur aujourd'hui les usages problématiques, et en particulier les usages problématiques des adolescents et des adultes. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on abandonne le terme addiction. Il y a vraiment, au-delà, en fait, d'un point de vue scientifique, visiblement, on commence à avoir des faisceaux qui montrent que ça ne se tient pas. D'un point de vue neurosciences, on voit bien que les modifications que l'on observe quand on est face, par exemple, quand on est face à des addictions numériques ne sont absolument pas comparables à ce qui se passe dans des addictions de type substance ou alcool. Donc, à un moment donné, je vais revenir là-dessus, et aussi le terme addiction est hyper stigmatisant et pose un certain nombre de problèmes quand on parle, en fait, pour moi, des enfants. Les enfants qui ont des addictions aux réseaux sociaux ou des adolescents, on est quand même en train de leur coller une étiquette qui est une étiquette d'addict. Donc, quand ton gamin a 13-14 ans et qu'on lui dit « tu es addict aux réseaux sociaux », en fait, quelles sont les conséquences pour l'image de soi? Ça pose un certain nombre de problèmes. Et surtout qu'on voit que, à travers toute la présentation que je vous ai faite, ce que j'ai essayé de vous montrer comme message, c'est que ce n'est pas qu'une question de dose ou de substance ou d'exposition en fait, au numérique. Chez ces individus-là, on retrouve bien des problématiques de vulnérabilité qu'ils essayent de gérer. Est-ce que dans ce contexte-là, parler d'addiction, au sens propre, est adapté? Moi, je dirais non. Les usages problématiques, même si j'en ai parlé beaucoup, ce n'est pas un construit qui est très satisfaisant, c'est un construit très général. Les usages problématiques d'Internet. Les usages problématiques d'Internet seraient le résultat d'un coping dysfonctionnel face à une situation stressante. Et c'est encore une fois là où moi ça me questionne par rapport à à l'utilisation de la terminologie d'addiction. Les usages problématiques s'expliquent par des facteurs individuels en lien avec des facteurs environnementaux. Le FOMO, c'est un super prédicteur. L'anxiété-état, ça marche assez bien. La frustration des besoins de relations sociales aussi. Le coping d'évitement aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça doit nous amener à réfléchir, à travers ces travaux-là, effectivement à des interventions basées sur les vulnérabilités individuelles, sur les vulnérabilités individuelles de ceux qui ont des usages problématiques. Je vais y arriver, c'est la fin. Et je me suis levée tôt pour venir ici. Et donc, il faut vraiment essayer en fait, de faire des politiques de prévention pour les ados qui ont des difficultés au rapport au numérique, vraiment basées sur ces vulnérabilités. Je pense que c'est l'approche la plus intéressante. Clairement, d'aller dire il faut faire ça, vous devez passer 2 heures maximum sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise recommandation, mais ceux qui sont à 4 heures, 5 heures, en fait, ça ne les aide pas du tout.
ça ne les aide pas du tout parce qu'en fait, ils gèrent autre chose à travers un usage excessif du numérique. Et ça, en fait, il va falloir commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'ils gèrent. Et je trouve que de réfléchir en termes de vulnérabilité, ça peut permettre en fait peut-être de mieux orienter les jeunes qui ont cette difficulté de rapport au numérique. Le fait aussi d'avoir cette réflexion sur le FOMO et de voir que le FOMO est un super prédicteur et de se poser la question des design prédateurs, ça peut aussi nous amener à développer une éducation aux médias qui peut être basée sur la métacognition. La métacognition, c'est la conscience que l'on a en fait de ses propres processus. Et je trouve que si on expliquait par exemple aux jeunes ce qu'est le FOMO, comment il est utilisé dans certains design prédateurs, où est-ce qu'il est utilisé, peut-être qu'ils auraient plus de capacité d'autodéfense face à ces systèmes prédateurs. Par exemple, si on expliquait aux jeunes qui utilisent TikTok, parce qu'aujourd'hui TikTok est vraiment dans la ligne, est très en fait décrié, si on expliquait aux gens que la timeline infinie, par exemple, joue, et le fait de recevoir, on va plutôt dire, le fait de recevoir des notifications de ce qui a été posté par un tel ou un autre joue réellement sur notre FOMO, et en fait, ça permettrait peut-être aux jeunes d'être plus critiques par rapport à ces plateformes-là et peut-être de pas forcément retourner tout de suite d'emblée pour voir ce qu'un tel ou un YouTuber a pu poster. Donc vraiment, cette question en fait autour du FOMO qui est soulignée ici, elle doit nous amener en fait à réfléchir en termes de métacognition et en termes d'autodéfense face au design prédateur. Voilà, sur ce, je vous remercie. Je refais un petit coup de publicité pour notre ouvrage, évidemment. Donc, on parle essentiellement, moi, dans cet ouvrage, j'ai un chapitre sur le jeu vidéo, sur les environnements numériques pour l'apprentissage et sur les environnements vidéoludiques pour l'apprentissage. Et dans ce livre, on retrouve plusieurs collègues dont des gens, en fait, qui sont assez connus, donc Grégoire Borst, qui est aujourd'hui dans la commission écran, mais aussi Nicolas Poirel, Magali Lavielle, Franck Ramu, etc. etc. Et je suis aussi ravie d'avoir fait cet ouvrage avec Anne Cordier, qui est anthropologue des usages. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je vous apporte un petit bout d'explication sur un phénomène, mais en fait, l'idée du livre, c'est vraiment de se dire on peut tous, avec nos différentes disciplines, apporter un éclairage intéressant sur la manière dont les jeunes utilisent le numérique et parfois, malheureusement, utilisent un peu trop le numérique, de manière dysfonctionnelle, on va dire. Voilà, donc je vous remercie.